Radio VL, premier média de jeunes en France. Bonjour et bienvenue dans la Place des idées, l'émission qui décrypte l'actualité et qui va même un peu plus loin. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Rameau, un chercheur en économie à la Sorbonne. Il est membre du collectif Les Économistes Atterrés, un collectif de chercheurs qui va à l'encontre du néolibéralisme. Christophe Rameau écrit notamment sur des sujets comme l'État social, l'économie française ou la protection sociale. Nous l'avons interviewé dans un long entretien. Et tout de suite, la première question. Si on remonte assez loin, à la fin du 19e, les sociétés, de façon très pragmatique, très laborieuse, arrivent à la conclusion que l'initiative privée, ça a du bon. Il ne faut pas la supprimer, mais par contre, il faut la compléter avec une intervention publique extrêmement puissante. Voilà, il y avait déjà eu une grande dépression à la fin dans les années 1880, 1890. Et donc, on développe ce que j'appelle l'État social, c'est-à-dire en fait des économies mixtes avec d'un côté de l'économie de marché et puis de l'autre côté de l'État social avec une très forte intervention publique sur laquelle on reviendra éventuellement. La crise des années 1930 renforce ça. Et donc, il y a le New Deal aux États-Unis, il y a la mise en place du programme du CNR en France, il y a le NHS au Royaume-Uni. Dans tous les pays développés, en fait, avec des formes différentes, on met en place une intervention publique extrêmement forte. C'est le développement de l'État social avec ses 4 piliers, la protection sociale, les services publics, les instruments de régulation des rapports de travail, et puis toutes les politiques économiques, budgétaires, monétaires, politiques de redistribution des revenus, pour soutenir l'activité et l'emploi. Donc si vous voulez, l'idée qui domine, donc si vous voulez, durant toutes ces années-là, c'est l'idée que l'initiative privée a du bon, mais il y a des choses qu'elle ne sait pas faire. Donc que le libéralisme n'est pas en mesure de faire. On ne peut pas tout faire dans la vie. Donc c'est quoi? Le plein emploi, la satisfaction d'une série de besoins sociaux en matière de santé, de retraite, la stabilité financière. Voilà, il y a l'idée que sur tous ces registres-là, il y a besoin d'une intervention publique extrêmement forte parce que le capitalisme libéral nous conduit à la catastrophe. Fin des années 70, début des années 80, il y a la revanche des libéraux. Il faut savoir que la revanche des libéraux, on n'est pas simplement dans la sphère des idées. Il y a une partie du capital, en fait, qui avait perdu avec l'État social, qui avait vu ses revenus financiers, notamment ses rentes financières, baisser fortement. Il y a une partie du capital qui prend sa revanche et qui impose un nouveau modèle, qui est ce qu'on appelle le modèle néolibéral, donc qui s'impose dès le début des années 80, avec comme principaux volets la libéralisation financière, le libre-échange, l'austérité salariale et puis la contre-révolution fiscale, l'idée que les riches payent moins d'impôts. Donc c'est ce modèle-là qui s'impose au début des années 80. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, dès le début, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est-à-dire que faut savoir qu'on vit dans des sociétés salariales, 90% des gens qui travaillent en France, comme aux États-Unis, sont salariés. Et donc, si vous comprimez les salaires directs, c'est-à-dire ce que touchent les travailleurs à la fin du mois, leur salaire net, mais aussi ce qu'on appelle les salaires indirects, c'est-à-dire les cotisations sociales, qui sont immédiatement en fait reversées aux ménages sous forme de prestations sociales. Si vous comprimez tout ça, ça fait un choc négatif de demande. Et donc, y compris, c'est mauvais pour les entreprises, parce que ce qui permet aux entreprises de produire, c'est qu'elles aient des débouchés, bien entendu. Et c'est la demande qui crée l'offre. Et donc, à défaut de demande suffisante, on a ce choc négatif qui pèse sur les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'invente le néolibéralisme? Il invente l'endettement privé. Voilà, et donc il invente les dettes privées, c'est-à-dire au lieu d'augmenter les salaires directs et puis la prestation sociale, on dit aux ménages, pour qu'ils continuent à consommer, endettez-vous. Et donc c'est l'explosion des dettes privées qu'on enregistre à la fois, qu'on enregistre dans tous les pays développés en fait, dès les années 80, que ça peut prendre la forme de l'endettement des ménages ou de l'endettement des entreprises privées. Il y a une explosion des dettes privées. La finance y trouve son compte, puisqu'elle est en quelque sorte payée à la commission. Et donc il y a cette explosion des dettes privées qui sauve en quelque sorte la croissance mondiale pendant 20 ans, un peu plus de 20 ans, mais qui repose bien entendu sur un artifice en quelque sorte, qui est cette dette privée qui explose littéralement en 2007. Donc à partir de 2007, la montagne de dettes privées, avec toute la spéculation qui l'entoure, explose. Ça culmine avec la faillite de la Lehman Brothers en 2008. Et donc c'est l'acte 1 de la crise qui, de mon point de vue, dont on n'est toujours pas sorti véritablement, dont on ne pourra sortir véritablement
que si on remet en cause les différents, le noyau dur du néolibéralisme, qui porte d'ailleurs plutôt sur la politique économique, en fait, plutôt que sur les autres piliers de l'État social. Donc si on ne remet pas en cause la libéralisation financière, le libre-échange, l'austérité salariale, la contre-révolution fiscale, on ne sortira pas véritablement de cet enlisement dans la crise. Alors en fait, les États sont intervenus aux États-Unis, en Chine, au Japon en particulier, pour éviter que la grande récession se transforme en grande dépression. Donc c'est plutôt bien d'ailleurs, on a tiré en quelque sorte la leçon des années 30. Donc les États sont intervenus massivement aux États-Unis, en particulier, paradoxalement, alors qu'on dit que c'est un pays libéral, c'est là où l'État est le plus intervenu, sous forme de politique de relance budgétaire massive, de politique de relance monétaire, avec l'intervention de la Banque centrale de la Fed, de la Banque centrale américaine. Bon, donc ça a permis, si vous voulez, d'éviter que le système ne s'effondre, mais on ne s'est pas attaqué aux racines, on ne s'est pas attaqué véritablement, si vous voulez, à la racine des problèmes, c'est-à-dire la remise en cause de la finance libéralisée. On a fait des petits trucs, on a fait quelques petites choses. Il y a eu la loi Dodd-Frank aux États-Unis, mais ça reste relativement marginal. Le libre-échange, on ne l'a pas remis en cause. L'austérité salariale, on ne l'a pas remis en cause, d'autant qu'avec la crise, le chômage a explosé, donc ça fait une pression à la baisse sur les salaires. Et puis la contre-révolution fiscale, on est un tout petit peu revenu dessus. En France, on a remis en cause le fameux les quelques cadeaux fiscaux qui avaient été faits aux plus riches. Enfin, globalement, on n'a pas remis en cause cette contre-révolution fiscale, et donc les riches aujourd'hui ont les moyens d'échapper à l'impôt. Quand je dis les riches, notamment aussi les firmes d'ailleurs, qui ont les moyens, les grandes firmes ont les moyens d'échapper à l'impôt, qu'on n'a pas les petites firmes en fait. Ce qu'il faut, c'est bien distinguer le problème de l'endettement, c'est d'abord la raison pour laquelle la crise explose en 2008, c'est pas les dettes publiques, c'est les dettes privées. C'est les dettes privées qui explosent littéralement. Et la dette privée, elle est beaucoup plus importante que les dettes publiques. Donc ce qui avait fortement augmenté, c'était les dettes privées, en particulier les dettes privées des ménages. Bon, donc il y a la crise qui intervient. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Les ménages sont obligés de se désendetter. Ils étaient tellement endettés qu'ils sont obligés de se désendetter. Donc ça crée un choc négatif de demande supplémentaire. Et donc qu'est-ce que font les États ? Ils prennent le relais en quelque sorte. Heureusement qu'ils prennent le relais. Et donc ça fait augmenter les dettes publiques. Mais il faut bien distinguer dettes privées et dettes publiques. Mais le problème, c'est pas d'abord les dettes, ce n'est pas d'abord les dettes publiques. Si vous voulez, il y a l'acte 1 de la crise. 2008, si vous vous souvenez, les néolibéraux étaient sous la table en quelque sorte. Même sur les économistes de plateau reconnaissaient qu'on avait été quand même un peu trop loin en matière de libéralisation financière et que ça avait conduit à la catastrophe. Bon. Donc les néolibéraux sont sous la table en 2008, puis à partir de 2010 en Europe, ils reprennent du poil de la bête en quelque sorte. Ils disent faut aller plus loin dans l'application du modèle qui pourtant vient de faire faillite, au nom de deux arguments. Les dettes publiques. Ils disent les dettes publiques ont augmenté, c'est pas possible, c'est un poids sur les générations futures, ce qui est une bêtise, etc. Bon. Et puis ils prennent argument d'un autre argument qui est un problème de l'euro en fait, qui est que l'euro a créé des déséquilibres commerciaux à l'intérieur de l'Union européenne. Bon, alors revenons sur les dettes publiques. Les dettes publiques, elles ont augmenté avec la crise. Bon, mais il faut savoir qu'elles avaient augmenté avant. La dette publique en France, qui était à peu près dans la moyenne des pays de l'OCDE, en 1982, c'est-à-dire date de la dernière grande relance keynésienne, on était aux alentours de 25%. Bon. On était à 25% donc de dette publique en 82, on est passé à 65% en 2007, avant même la crise, et puis là, on est en train de passer à plus de 90%. Bon. Alors comment expliquer cette croissance des dettes publiques ? Alors plusieurs choses. En amont, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la dette publique, d'abord, c'est pas un mal en soi. La dette publique, comme un déficit public, c'est pas un mal en soi. La dette publique, ça renvoie à l'idée que les administrations publiques qui contribuent au PIB, qui créent de la richesse. Il faut savoir qu'un fonctionnaire, ça crée du PIB, contrairement à ce qu'on raconte souvent. La contribution au PIB des fonctionnaires en 2012, ça a été 333 milliards. La contribution au PIB des entreprises de droit commun, ce qu'on appelle les sociétés non financières, c'est 1000 milliards. Donc ça représente un tiers. C'est énorme. Pas un tiers du PIB, un tiers de la contribution au PIB des SNF. Le PIB, lui, c'est 2000 milliards, parce qu'il y a aussi les ménages. Bon. Passons. Donc, les administrations publiques, elles contribuent au PIB, elles investissent. Et comme tout agent producteur, il peut être légitime de recourir à l'emprunt. C'est pas mal en soi. Vous savez, quand une entreprise qui ne s'endette pas, c'est une entreprise mal gérée. Si vous créez une entreprise et vous vous dites jamais dans ma vie je recourais au crédit pour lancer les investissements, ça veut dire que vous êtes un entrepreneur frileux. En fait, vous n'avez qu'une chance de réussir. La première chose que vous faites quand vous créez une entreprise, c'est d'aller voir votre banque pour négocier des lignes de crédit, notamment des lignes de trésorerie. C'est le b.a.-ba de la création d'entreprise. Donc le crédit, c'est pas mal en soi. Et le crédit, ça signifie de la dette.
C'est pas mal en soi. C'est pas mal en soi quand ça permet de lancer les activités. Et donc ce qui est valable pour le privé est valable pour le public. En 2009-2010, il faut savoir que la dette des entreprises privées, leurs besoins de financement, le déficit. On parle toujours du déficit public. Pourquoi on ne parlerait pas du déficit privé ? Il y a un déficit privé, c'est ce qu'on appelle en comptabilité nationale le besoin de financement des entreprises. Et bien il faut savoir qu'en 2009, ce besoin de financement, il a chuté. Le déficit des entreprises privées a chuté, mais ce n'était pas bien. Ça signifiait tout simplement que ces entreprises n'investissaient plus. Et donc elles s'endettaient pas pour investir. Donc on voit bien que pour les entreprises privées, le fait qu'elles aient un déficit, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'elles s'endettent pour investir. Mais pourquoi on n'appliquerait pas ce raisonnement au public ? Donc le public, il est légitime que le public ait du déficit, s'endette. Il peut y avoir des excès d'endettement après. Ça, c'est un autre problème. Tout comme pour le privé. Mais c'est un autre problème. Alors revenons sur la croissance des dettes publiques. Pourquoi les dettes publiques qui étaient de 25% du PIB en 82 sont passées à 65 puis maintenant à 90 ? Mon point de vue, le point de vue que je soutiens, qui est un point de vue keynésien, c'est que c'est à cause du néolibéralisme. Qu'est-ce qu'a fait le néolibéralisme ? Il a fait de l'austérité budgétaire, il a fait de l'austérité salariale, ça a comprimé la demande, ça a abouti à ce que la croissance se comprime. Résultat des courses. Résultat des courses, vous avez eu les effets suivants. Vous avez eu des dépenses qui ont en fait faiblement augmenté, des dépenses publiques qui ont faiblement augmenté, mais l'activité, le PIB s'est contracté. Il s'est tassé, voire même il a baissé certaines années, comme en 2009. Résultat des courses, vous avez eu moins de recettes. Et donc l'austérité budgétaire que préconisent les libéraux, ce qu'on gagne d'un côté, si vous voulez, on le perd de l'autre en termes de recettes. Et puis dans le même temps, le PIB surtout se contracte. Et donc la dette, en fait, la dette, elle est calculée, la dette comme le déficit public, elle est calculée, on la rapporte au PIB. Résultat des courses, si le PIB se contracte, vous avez bien compris que sans même augmenter le numérateur, eh bien, le ratio global augmente parce que le dénominateur a chuté. Donc ce qui explique, par exemple, ce qui explique l'explosion de la dette publique cette dernière année. Il faut savoir que là où la dette publique a le plus augmenté en Europe, c'est cette dernière année, en 2012-2013, sur un an. C'est pas en France, c'est Grèce, Portugal, Espagne. Dans ces trois pays, la dette publique a augmenté de 20 points de leur PIB. En France, ça a augmenté de 2-3 points. En Europe, ça a augmenté de 2-3 points. Pourquoi c'est dans ces pays-là que la dette publique a le plus augmenté ? Tout simplement parce que le PIB s'est effondré. Le PIB s'est effondré, donc bien entendu, leur stock de dette rapporté au PIB, il a augmenté puisque le PIB s'est effondré. Voilà. Il n'est pas énorme le chiffre, il faut savoir que la dette privée en France c'est plus de 200% du PIB, dans tous les pays développés la dette privée c'est plus de 200% du PIB. La dette publique dans les pays développés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale c'était entre 150 et 300% du PIB en Europe, c'était 120% aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a payé la dette, mais on a eu de la croissance. On n'a pas fait des cures d'austérité, on a eu de la croissance, donc des rentrées fiscales, le PIB a augmenté, donc le dénominateur a augmenté, donc ça fait baisser le ratio global. On a fait de la révolution fiscale, c'est-à-dire on a continué à payer les intérêts de la dette, généralement aux plus riches, mais ce qu'on leur a donné d'une main, on l'a repris de l'autre sous la forme d'impôts. Donc tous ces éléments-là, ça a fait que durant les 30 Glorieuses, on a payé la dette, alors qu'elle était beaucoup plus élevée. Mais grâce à la croissance, grâce aux recettes fiscales, la dette elle a fondu comme neige au soleil. Elle était à 120% du PIB en 1945, elle est passée à 20%, à 30% aux États-Unis en 1970, moins de 30%. Donc ce qui est valable pour les États-Unis est valable pour les autres pays. Et donc c'est à partir de la fin des années 70 que les dettes repartent. Voilà, donc je me répète, si je puis dire, c'est que la dette au passif du néolibéralisme, il n'y a pas simplement le chômage, les inégalités, mais il y a aussi le creusement des dettes. Le néolibéralisme est aussi responsable du creusement des dettes publiques. Alors, autre volet pour relativiser le poids des dettes publiques, il faut savoir que on dit toujours la dette, c'est 90% du PIB, ça représente 25 000 euros par tête, par personne. Chaque enfant qui naît en France naît avec 25 000 euros de dette dans son couffin, donc on tétanise les parents et leurs enfants avec ça. Ça n'a aucun sens. En fait, on met en rapport un stock de dette avec un flux de richesse annuel, mais on n'a pas payé la dette dans l'année. Si vous voulez, pour un ménage, avoir une dette égale à 100% de son revenu, c'est-à-dire de son PIB en termes de revenus, c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi. Quand on se lance dans la vie, on achète par exemple une maison, on peut avoir une dette supérieure à 100% de son revenu. C'est pas du tout grave. C'est même voilà, c'est pas bon. Alors c'est d'autant moins grave pour l'État que l'État c'est pas un ménage.
Le ménage, lui, il est obligé de rembourser sa dette sur son cycle de vie. Vous avez compris qu'à 75 ans, si vous allez voir votre banque en disant j'ai envie de prendre un crédit à la consommation pour partir avec ma belle, faire une croisière Costa, je sais pas quoi, le banquier va vous dire c'est terminé. D'accord ? L'État, il n'est pas confronté à ce problème-là, parce qu'il est immortel. Donc l'État n'a pas à rembourser sa dette à l'instant T. En fait, l'État, il fait courir sa dette. Comme les entreprises, comme les grandes entreprises. Et c'est pas mal en soi. Là où ça devient problématique, c'est quand la dette s'emballe. Mais c'est un autre problème. Donc, il faut absolument relativiser la dette. Alors, autre volet, qui est un autre volet, c'est qu'en fait, derrière les attaques contre la dette, derrière l'agitation autour de la dette publique, qui n'est qu'en fait une conséquence du néolibéralisme, il y a une attaque très vive contre la dépense publique. Et je pense que c'est ça qui est en jeu, en fait. Les libéraux prennent l'argument de la dette publique pour remettre en cause la dépense publique. Alors, la dépense publique en France, donc elle est à 57% du PIB. Quand on entend ce chiffre, on peut avoir tendance à dire mais c'est beaucoup trop. Parce que ce qu'on laisse entendre quand on mobilise ce chiffre, c'est que, vous avez bien compris, si la dette publique c'est 57%, si la dépense publique c'est 57% du PIB, ça veut dire que la dépense privée c'est que 43%. C'est ça qu'on a dans la tête. C'est que le public s'accapare l'essentiel du PIB. En fait, c'est totalement faux. C'est absolument faux. En fait, on met en rapport le PIB, si vous voulez, c'est 2000 milliards en France. 2000 milliards, ça représente en fait, ça représente la somme des valeurs ajoutées par les entreprises. Quand je dis les entreprises, y compris publiques. Le public contribue à ce PIB. Il produit l'équivalent de 15% du PIB. Les fameux 333 milliards dont je vous parlais tout à l'heure. Bon. Donc ça, c'est la première approche du PIB. Et on retrouve le même chiffre de 1000 milliards en termes d'utilisation, d'usage en fait de la production. Donc on a une production, on a une valeur ajoutée de 1000 milliards. Et puis on a cette valeur ajoutée, elle est utilisée, soit pour consommer, soit pour investir. 2000 milliards. Consommation, investissement, 2000 milliards. Bon. Alors, il faut savoir que quand on calcule la dette publique, on mélange tout. On additionne, c'est-à-dire, si vous voulez, si on calculait la dépense publique, comme on calcule si on calculait la dépense privée, comme on calcule la dépense publique, donc la dépense publique, je vous dis, on arrive à 57% du PIB. Si on calculait la dépense privée comme on calcule la dépense publique, on arriverait à 400% du PIB. Entre 400 et 500%. Parce qu'en fait, on comptabilise à chaque fois que les administrations publiques dépensent. Mais donc on mélange tout. Si vous voulez, par exemple, l'État, il fait ce qu'on appelle des consommations intermédiaires, 100 milliards. C'est-à-dire qu'il achète des choses au privé pour pouvoir faire vivre les universités. Il achète des stylos, des chaises, des tables. C'est pas lui qui les produit, donc il les achète, il fait un chèque. D'accord ? Bon, mais tout ça ensuite, c'est ce qu'on appelle des consommations intermédiaires. Il faut savoir que les consommations intermédiaires, c'est 100 milliards pour le public, mais pour le privé, c'est beaucoup plus important. Parce qu'en fait, l'entreprise qui produit des tables, elle ne produit pas le bois. Elle achète un producteur de bois et ainsi de suite pour les vis, etc. Et donc, il faut savoir que la production en France, c'est 2 fois la valeur ajoutée. La production en France, c'est 4000 milliards. La valeur ajoutée, le PIB, c'est que 2000 milliards. Parce qu'il y a plein de consommations intermédiaires. Donc, vous imaginez si on calculait la dépense privée. L'essentiel des consommations intermédiaires, c'est fait par les entreprises privées. Donc, si on additionne toutes les dépenses que font à un moment donné les ménages, les entreprises, sans même compter les institutions financières, parce que là, on fait exploser les chiffres. Mais si on ajoute toutes ces dépenses, on arrive à 400% du PIB. Donc, vous avez bien compris, la dépense publique, c'est pas une part du PIB. La dépense publique, c'est 1100 milliards. Compte tenu de la façon dont on la calcule. Le PIB, c'est 2000 milliards. Donc on peut dire que c'est 57%, c'est pas faux. Mais ça n'a pas de sens de dire que c'est une part. Parce qu'une part, ça laisse entendre, vous avez bien compris que quand on additionne les parts, on arrive au gâteau entier. Or là, quand on additionne les parts, si on additionne la dépense publique plus la dépense privée, on arrive à 600% ou plus du PIB. Ça n'a pas de sens. Alors revenons sur la dépense publique. Dans la dépense publique, donc en fait, on additionne 2 grands volets. Et c'est pour ça que la dépense publique, en fait, elle est très utile. La dépense publique, surtout dans le contexte actuel, en fait, la dépense publique, c'est ce qui évite aux économies de s'effondrer. La dépense publique, en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans ? 1100 milliards, donc la dépense publique. On a 600 milliards, plus de la moitié, 55%, qui est en fait constitué de prestations sociales. C'est-à-dire des prestations sociales, alors avec 2 volets, les prestations sociales en espèces, c'est 400 milliards, donc ce sont les retraites, les allocations chômage, les allocations familiales. Vous avez bien compris que cette dépense publique, c'est aussi de la dépense privée. C'est-à-dire que il y a des sommes qui sont prélevées par les administrations publiques, la Sécu essentiellement, et qui sont immédiatement reversées aux ménages. D'accord ? Et alors c'est de la dépense publique dans le sens où ça transite par des comptes publics, mais enfin vous avez bien compris que c'est immédiatement reversé aux ménages. Et ça soutient quoi ? Ça soutient leurs dépenses privées. Qu'est-ce que font les retraités avec leur retraite, avec leur pension de retraite ? Ils achètent essentiellement auprès du privé. Donc ça compte dans la dépense privée d'ailleurs. Ça compte dans ce qu'on appelle, ça soutient la dépense de consommation finale des ménages. Donc, dans la dépense publique, 600 milliards.
Dans la dépense publique, il y a 600 milliards déjà, c'est des prestations sociales. C'est-à-dire des sommes qui sont immédiatement prélevées, mais pour être immédiatement reversées aux ménages. 400 milliards, prestations sociales en espèces, je viens d'en parler. 200 milliards, c'est ce qu'on appelle les prestations sociales en nature. C'est-à-dire c'est le remboursement par les administrations publiques de frais engagés par les ménages auprès du privé, le remboursement des médicaments, le remboursement des soins de médecine libérale, les allocations logement. C'est le remboursement d'une partie des loyers. Bon. 400 plus 200, 600. Ensuite, vous avez l'autre partie, essentiellement, en fait, c'est pas toute la deuxième partie, mais le plus gros poste de la deuxième partie, en fait, ça consiste à payer le travail productif du fonctionnaire. Vous avez bien compris, le fonctionnaire, ça contribue au PIB. Ça ne crée pas simplement des choses utiles comme ça contribue au PIB. Moi, cet après-midi, j'ai augmenté le PIB. Bon. Et mes étudiants, ils l'ont consommé. Alors, ce qui se trouve, c'est que, comme tout producteur de richesse, je suis payé. Mais ce qui change avec le public, c'est que ma production, elle est non marchande. C'est-à-dire que mes étudiants, ils ne prennent pas de ticket d'entrée avant de rentrer dans le cours. Mais il faut bien me payer. Et donc, comment c'est payé, la production publique? En fait, c'est payé par l'impôt. L'impôt stricto sensu. L'impôt, ça joue le même prix que ça joue le même rôle, que le prix donc pour le privé. Quand vous allez chez votre fromager, vous payez votre fromage. Voilà, donc... pour les services publics non marchands, vous ne payez pas, mais il faut bien le payer quand même, donc c'est payé par l'impôt. En fait, le travail on dit toujours les services publics, c'est gratuit. Non, l'accès est gratuit, mais il faut bien le payer. Bon. Et donc, c'est payé par l'impôt. Et donc, le deuxième volet de la dépense publique, c'est le paiement par l'impôt du travail productif des fonctionnaires. Mais attention, les fonctionnaires avec leur salaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent auprès du privé. Donc, ça soutient la dépense privée. Donc si vous baissez la dépense publique, eh bien vous baissez cette consommation. Et donc vous baissez les débouchés pour les entreprises. Et donc vous provoquez de la récession. Prenons les choses autrement. Durant les 30 Glorieuses, il faut savoir que la dépense publique, comme la déficit, comme la dette, on la calcule en la rapportant au PIB. Durant les 30 Glorieuses, il faut savoir que la dépense publique dans les pays développés, elle n'a quasiment pas augmenté en pourcentage du PIB. Alors les libéraux peuvent dire, regardez, durant les 30 Glorieuses, ça allait bien, la dépense publique n'a pas augmenté. Mais c'est totalement stupide. Elle a considérablement augmenté durant les 30 Glorieuses, en fait, la dépense publique, en volume. C'est-à-dire qu'elle a cru chaque année. Mais dans le même temps, on avait augmenté les salaires. Donc on augmente la dépense publique, on augmente les salaires, on soutient la demande, résultat des courses, ça augmente le PIB, et donc la dépense publique, elle a très fortement augmenté. Mais elle a augmenté mais le PIB a augmenté au même rythme. Donc c'est vrai que le ratio dépenses sur PIB, lui, il n'a pas augmenté. Mais parce qu'on avait un cercle vertueux. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans? On a fait de l'austérité salariale. On a fait de l'austérité budgétaire, surtout, et encore plus depuis 3 ans en Europe. Résultat des courses, ça fait effondrer le PIB, et donc la dépense publique augmente. Les libéraux, quelque part, avec leur politique néfaste, ils aboutissent même à augmenter la dépense publique dans le PIB, puisqu'ils font effondrer le PIB. En France, la dépense publique, elle était qu'à 52%. En 2007. On est passé à 57, pas parce que la dépense publique a explosé, mais parce que le PIB s'est contracté. Si vous voulez, je considère que le secteur privé, ça peut avoir du bon. Moi, je suis pas pour que les boulangeries, que plein d'autres activités soient confiées au public. Faut savoir que le pays qui a supprimé le plus d'emplois publics ces dernières années, ces 5 dernières années, c'est Cuba. Ils avaient été jusqu'à 90% de fonctionnaires. Ça marche pas. Donc moi, je suis pour qu'il y ait l'initiative privée. Après, on peut discuter des formes, parce que ça peut prendre la forme d'économie sociale. Je pense qu'il faut remettre en cause le fonctionnement des entreprises, mais il faut laisser les sociétés respirer. L'initiative privée, ça a du bon. Alors la question qui se pose et que vous me posez, c'est est-ce que l'initiative privée peut prendre tout en charge? Non. Là, ce que je soutiens comme point de vue, c'est qu'il y a des domaines que l'initiative privée prend mal en charge. Et ces domaines, ça doit être pris en charge par l'intervention publique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas après s'interroger sur l'efficacité, bien entendu, de la dépense publique. Bien sûr, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Un fonctionnaire, pour moi, il a une mission tellement importante à remplir que, bien entendu, qu'il faut bien vérifier qu'il fait bien son boulot, etc. Mais comme pour le privé, d'ailleurs. Bon. Mais donc la question que vous me posez, c'est est-ce qu'il y a, par exemple, pour la santé, est-ce que les domaines qui sont pris en charge plutôt par le public devraient être confiés à la santé? Ma réponse est non. Parce que l'histoire montre que le privé est, à la fois, il crée de l'injustice, sur tous ces domaines qui relèvent des services publics entendus au sens large, ou de la protection sociale. À la fois, il crée de l'injustice et c'est inefficace. Prenez la santé, puisque vous me parlez de la santé. Le pays qui a poussé le plus loin la prise en charge par le privé de la santé, ce sont les États-Unis. Donc aux États-Unis, 55% des dépenses de santé sont prises en charge par le privé, c'est-à-dire par des compagnies d'assurance privée.
Résultat des courses, aux États-Unis, la part des dépenses de santé dans le PIB, c'est 18%, 18 à 19%. En France, on n'est qu'à 13%. C'est-à-dire qu'en France, on consacre 50% en moins de dépenses de PIB pour la santé qu'aux États-Unis. Il faut savoir qu'en France, l'espérance de vie à la naissance, elle est supérieure de 2 ans aux États-Unis. La mortalité infantile, elle est inférieure d'un tiers à ce qui existe aux États-Unis. C'est-à-dire que les performances médicales de la France, notamment, sont bien meilleures que celles des États-Unis. Donc aux États-Unis, ça coûte très cher et c'est pas efficace en termes de santé. Et c'est parce que c'est très injuste aussi. Pourquoi ça coûte si cher? Mais parce qu'il y a un coût de recours au privé. Aux États-Unis, vous avez des milliers de compagnies d'assurance qui font de la concurrence. C'est-à-dire qui vont dans les entreprises, qui vont démarcher les entreprises pour dire prenez notre contrat plutôt que tel autre. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui travaillent, c'est un débouché pour les jeunes étudiants, au service des compagnies d'assurance privées pour aller démarcher les entreprises sur le thème En France, il n'y a pas besoin de ces dizaines de milliers de personnes à payer. C'est le même barème pour tous. Il n'y a pas des dizaines de milliers de l'agent de la Sécu qui vont dans les entreprises sur le thème Non, c'est le même barème pour tous. C'est moins coûteux. On pourrait comme ça multiplier les exemples en matière de retraite. On sait qu'une retraite financée par répartition, avec une caisse unique d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas en France, mais enfin, on s'en rapproche quand même, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir des fonds de pension où il faut payer les gestionnaires de fonds, il faut payer les intervenants financiers, tout ça, ça ne garantit pas les retraites, les pensions pour les assurés. Dans la crise en cours, on oublie presque d'en parler parce que c'est tellement énorme la crise qu'on oublie parfois de parler. On peut pas parler de tout. Mais dans la crise en cours, il faut savoir que à travers le monde, il y a des millions de retraités qui sont sur la paille parce qu'ils avaient confié, parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que voilà, une bonne partie de leur retraite, de leur revenu de retraité, c'était lié à leur rendement financier des fonds de pension qui se sont effondrés avec la crise. Et donc, voilà, ils se retrouvent avec des baisses de niveau de vie de 20, 30, 40%. Souvent, c'est l'État d'ailleurs qui est obligé de prendre le relais pour pas que ça pour l'État du bon. Donc, le public, si vous voulez, n'est pas toujours synonyme de vertu, attention. Il y a certains pays où ça peut être synonyme de corruption, de gaspillage, de dysfonctionnement. Mais dire que le public est synonyme de gaspillage et que le privé, c'est synonyme de vertu, ce qui est la thèse des libéraux, ça, c'est totalement erroné. L'histoire nous montre qu'il y a des choses que le privé peut prendre en charge, encore faut-il d'ailleurs qu'il y ait des règles pour que ça fonctionne bien, notamment pour que la concurrence soit pas faussée, parce que la concurrence libre, en fait, elle est toujours faussée. Mais le privé peut prendre en charge certaines activités, mais peut pas prendre. Il y a des choses que le privé ne sait pas faire, donc il y a besoin d'intervention publique pour tous les domaines, en fait, où la part où l'intérêt général n'est pas réductible aux jeux d'intérêt particulier. C'est-à-dire pour tous les domaines où ce qui fait la consistance de la société est en jeu, et donc pour le coup, on peut pas le ramener au jeu des intérêts privés, et donc il y a besoin d'intervention publique. Aujourd'hui, le monde souffre d'un problème de demande. Ce qui menace le monde aujourd'hui, c'est pas la dépense publique, c'est la déflation. Vous voyez, c'est Christine Lagarde qui a raison contre François Hollande. C'est-à-dire qu'effectivement, le FMI, depuis quelques mois, reconnaît que ce qui menace le monde, c'est la déflation. Et donc, la déflation, ça veut dire une baisse des prix. Donc, il n'y a pas suffisamment de demande. Partout dans le monde, il n'y a pas suffisamment de demande. Donc il y a baisse des prix, et la baisse des prix c'est terrible, on pourrait dire c'est génial la baisse des prix, mais non c'est terrible puisque ça signifie que les consommateurs retardent leurs achats, les entreprises retardent leurs achats d'investissement, et donc ça fait chuter la demande, ça fait chuter la production, les entreprises licencient, ce qui fait à nouveau chuter la demande, elles baissent leurs prix pour pouvoir malgré tout vendre un peu, ça conforte le point de vue qu'il y a baisse des prix, et ainsi de suite, c'est une spirale terrible la déflation. Chute de production, baisse des prix, chute de production, baisse des prix, le Japon a mis 20 ans à s'en sortir. La politique de François Hollande, malheureusement, qui consiste à dire il faut faire un choc de compétitivité, il faut faire un pacte de responsabilité, donc il faut baisser encore le coût du travail pour améliorer ça alimente cette déflation, en fait. Ça risque d'alimenter cette déflation. Donc ce qu'il faut au contraire, c'est un choc de demande. Alors le problème qu'il y a pour mener ce choc de demande, c'est bien entendu le libre-échange. C'est vrai que si un pays tout seul, s'il est très ouvert, qui fait un choc de demande, ça va bénéficier aux autres. C'est en quelque sorte le scénario d'ailleurs qui se passe en Europe. En Europe, depuis 30 ans, en fait, les États se piquent des parts de marché les uns les autres, tout en criant « Vive l'Europe ». Donc ça conduit l'Europe à la catastrophe. C'est la France qui a inventé ça dans les années 80, sous Mitterrand. La désinflation compétitive. Ça consistait à aller piquer des parts de marché aux Allemands. La France, qui était en déficit commercial dans les années 80, a connu les excédents dans les années 90. Qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne ?
Elle a rendu la monnaie de la pièce dans les années 2000. Donc elle a mené une cure d'austérité absolument encore plus brutale dans les années 2000, les fameux lois Hartz IV. Et puis par ailleurs, elle a délocalisé une partie de sa production en Allemagne de l'Est. Puis elle a combiné ça avec les bons côtés du modèle allemand, le fait que dans les entreprises, on respecte bien les travailleurs, etc., qu'on les paye bien là pour le coup. Bon, bref, elle a fait de l'austérité dans les services. Bon. Et donc elle a piqué les parts de marché aux autres pays européens. Durant les années 2000, c'est la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la France qui ont sauvé la croissance allemande. Ce qui supposait de s'endetter par l'endettement privé en fait. Bon. Et donc en Europe en fait, on tourne le dos aux politiques de relance. Hein, au contraire, on mène des politiques de choc de compétitivité les uns contre les autres qui conduisent l'Europe à la catastrophe, puisque vous avez bien compris que tout le monde ne peut pas être exportateur net. Hein. On ne va pas exporter sur Mars. Donc l'Allemagne a tiré sa croissance par les exportations en piquant des emplois et des parts de marché aux pays d'Europe du Sud durant les années 2000. Bon, maintenant, les pays d'Europe du Sud, à force vont mal. Leur dette a explosé. Donc maintenant, l'Allemagne, en fait, la zone euro prise comme un tout, mais surtout l'Allemagne, quand je dis l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, piquent des parts de marché et des emplois au reste du monde. D'accord ? Donc il faut savoir que la zone euro est en situation d'excédent, équivalent à 2% de son PIB, c'est colossal, par rapport au reste du monde. L'Allemagne fait 3 fois pire que la Chine. Ses excédents commerciaux en pourcentage de son PIB, c'est 7%, la Chine, on est à 2%. Bon. Donc on mène des politiques de déflation, en fait, qui conduisent l'Europe à la catastrophe. Ce qu'il faudrait faire, c'est exactement l'inverse, c'est relancer la demande. Et relancer la demande, alors ça suppose effectivement de remettre en cause le libre-échange. Ça suppose de remettre en cause le libre-échange. Hein, ça ne veut pas dire revenir à l'autarcie, je ne sais pas quoi, mais moi, si vous voulez... n'importe quel industriel, commerçant sait que la concurrence libre, elle est toujours faussée. Si vous mettez en concurrence des pays qui sont obligés de respecter des règles sociales et environnementales, des entreprises qui sont obligées de respecter ces règles, et puis d'autres entreprises qui ne sont pas obligées de les respecter, la concurrence, elle est complètement faussée. Regardez ce qui se passe avec les travailleurs détachés. C'est exactement ça. Bien sûr que les patrons de l'agroalimentaire, par exemple, ont raison de dire de crier sur le thème c'est pas juste. Mais bien sûr qu'ils ont raison. Il faudrait qu'ils en tirent toutes les leçons. Qui est que pour que la concurrence puisse se déployer, il faut des règles. Et donc, pour que la concurrence qui a du bon puisse se déployer de façon saine à l'échelle du monde, il faut remettre en cause le libre-échange. Il faut qu'il y ait des règles, des écluses sociales et environnementales. Ça ne veut pas dire fermer complètement les frontières, mais il faut qu'il y ait des règles. Et sans ces règles, effectivement, c'est vrai que les politiques de demande, si on ne remet pas en cause le libre-échange, c'est vrai qu'il y a le risque que vous pointez, qui est qu'une politique de relance de la demande risque de bénéficier essentiellement aux autres. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce risque-là qu'il ne faut pas le faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est mener cette politique de relance de la demande et se doter des protections qui évitent cet effet pervers. Alors, d'abord, le paradoxe de la situation, quand même, c'est que quand on est économiste keynésien comme moi, on peut s'appuyer sur ce que font les États-Unis pour critiquer ce que fait l'Europe. C'est quand même bizarre. Bon. Et donc, effectivement, on peut dire que les États-Unis, le Royaume-Uni, jusqu'en 2010-2011, ils ont mené des politiques de relance beaucoup plus importantes que les pays européens, que les autres pays européens. Le plan de relance budgétaire aux États-Unis, c'était 780. Le premier plan de relance budgétaire, il y en a d'autres après, c'était 787 milliards. Ils ont poussé leurs allocations de chômage jusqu'à 2 ans aux États-Unis. Donc allocation d'assurance chômage. D'accord ? Normalement, c'est 26 semaines, ils l'ont passé jusqu'à 99 semaines. Donc, il y avait ça aussi dans le plan de relance. Donc, ils ont soutenu la demande. Ils ont mis en place des programmes d'infrastructures publiques. Ce qu'a fait les États-Unis, la Chine l'a fait encore plus grand. D'accord ? Pour soutenir la demande, pour éviter que les économies s'effondrent. Il faut savoir que les pays où la dépense publique a le plus augmenté à travers la crise, c'est les États-Unis et le Royaume-Uni. Et la Chine aussi. Mettons à côté de la Chine parce que c'est un peu plus compliqué. Aux États-Unis, la dépense publique, elle a considérablement augmenté. Mais ils ne sont pas bêtes, les Américains. Ils ont compris que pour éviter que les économies s'effondrent, si on veut que l'économie reparte, à partir du moment où les ménages se désendettent, ou les entreprises se désendettent, il faut bien qu'il y ait un acteur qui prenne le relais. Et donc, ils ont augmenté de façon considérable leurs dépenses publiques. Le Royaume-Uni a fait de même. D'ailleurs, il avait fait de même déjà depuis 2000. Il faut savoir que la dépense publique au Royaume-Uni, en pourcentage du PIB, on est passé de 37% à 50%. D'accord ? Voilà, c'est là où ça a le plus augmenté. Au Royaume-Uni. Bon. Et ces pays, effectivement, et ça a été couplé à des politiques de relance, effectivement, des politiques monétaires de relance. Alors, je pense que c'est une bonne chose d'avoir fait ça. Le problème,
c'est une bonne chose d'avoir fait ça d'ailleurs. Les États-Unis, le Royaume-Uni ont renoué avec la croissance grâce à ça. Et donc, comme ils ont renoué avec la croissance, c'est vrai que, y compris la dépense publique ces 2 dernières années, elle baisse. La part des dépenses publiques dans le PIB. Non pas parce que la dépense publique baisse fondamentalement, c'est parce que le PIB repart. Donc, on a à nouveau ce qui est joué dans les 30 Glorieuses, qui est l'effet du dénominateur. Bon. Alors, par contre, là où vous avez raison, c'est que les États-Unis, le Royaume-Uni, ils ont mené des politiques de relance keynésiennes en un sens, mais qui restent dominées par le néolibéralisme. C'est-à-dire que les États-Unis, le Royaume-Uni n'ont pas remis en cause le modèle néolibéral. Ils n'ont pas remis en cause la finance libéralisée. Ils n'ont pas remis en cause le libre-échange, l'austérité salariale, mais en particulier la finance libéralisée. Et donc, résultat des courses, la Banque centrale américaine, elle a eu raison de mener la politique monétaire qu'elle a menée. Mais là où elle a eu tort, la politique de bateau d'intérêt, la politique de quantitative easing, comme on dit, c'est-à-dire d'intervention directe sur le marché des dettes privées et publiques de façon à baisser les taux d'intérêt, elle a eu raison de faire ça. Là où elle a eu tort, c'est pas sur ce volet-là. Là où elle a eu tort, c'est qu'elle a continué, pour l'essentiel, même s'il y a eu des petites choses de fait, elle a laissé les marchés financiers libéralisés. Et donc, effectivement, elle a laissé les marchés financiers se saisir de cette aubaine, des taux d'intérêt relativement bas, pour mener des activités spéculatives, ce qui conduit effectivement à la constitution de nouvelles bulles. Mais il faut bien distinguer, vous voyez. Oui, on peut faire des reproches à la Fed, mais encore faut-il savoir quel est le reproche qu'on lui fait. Moi, le reproche que je lui fais, c'est pas d'avoir fait du quantitative easing, c'est pas d'avoir fait des politiques de bateau d'intérêt. Non, le reproche que je lui fais, c'est elle, avec l'administration américaine en général, elle ne sait pas, la puissance publique américaine, banque centrale et administration publique, ne se sont pas donné les moyens pour remettre en cause la finance libéralisée qui nous conduit de catastrophe en catastrophe depuis qu'elle est libéralisée, c'est-à-dire depuis les années 70. Il faut savoir que durant les 30 Glorieuses, il y avait des marchés financiers, parce que la finance c'est utile par ailleurs, mais ils étaient totalement réglementés, taxés, contrôlés. Durant 30 ans, on n'a connu aucune bulle, aucun crack. Et l'économie fonctionnait plutôt bien. À partir de la fin des années 70, début des années 80, on a libéralisé la finance, avec l'idée que la finance libéralisée, ça allait être merveilleux pour la croissance. Donc, c'est au cœur des thèses libérales. Hein. Ça a conduit de catastrophe en catastrophe. À chaque fois, les bulles sont plus importantes et mènent le monde dans des catastrophes toujours plus graves.